Bonjour, bienvenue dans cette émission Docteur M. Comme d'habitude, je suis accompagné par le Docteur Modia. Bonjour. Bonjour, bonjour Jules. Bonjour, professeur. Bonjour, bonjour encore une fois, professeur. Non, oui, Jules. Oui, je ne suis pas professeur. Mais vous le serez, vous le deviendrez certainement. Un homme de votre, de votre niveau, c'est possible. Merci beaucoup. Tout est possible. Ça fera plaisir à mon père, voilà, qui me poussait à le faire. Ah ben oui. Mais vous, je vous appelle professeur parce que vous êtes vraiment professeur agrégé en médecine. Je suis professeur agrégé en médecine, professeur dans plusieurs universités de Kinshasa et de l'intérieur du pays. Citons-les, hein? Citons-les à Mbujimaï. Oui, mais dans 3 jours. Je suis à Mbujimaï dans 3 jours. Oui. Vous enseignez également à l'université de Kinshasa? J'enseigne à l'université comment ça s'appelle, l'USEKIN. C'est une université protestante. À Kinshasa, j'ai quelques conférences. Il faut dire que vous êtes à la tête d'une fondation qui s'appelle la Fondation des Anges et qui gère plusieurs cliniques. Clinique des Anges, oui. Et où, alors c'est ça la particularité, c'est que vous ne refusez pas de soigner les Congolaises lorsqu'elles n'ont pas d'argent. Ah ben c'est ça justement, parce que nous avons plusieurs cliniques éparpillées à travers la ville de Kinshasa et dans le Bas-Congo et dans la province orientale. La spécialité, la particularité de ces cliniques, c'est que nous soignons toutes les couches sociales de notre pays. Que vous soyez à Massina, il y a une clinique à Massina. Si je vais à Massina, j'applique les tarifs de Massina. Je donne un exemple. Une échographie qui coûte $50 par exemple à VIP Clinique, une échographie vaginale, ça coûte un peu plus cher. Mais la même échographie coûte 3 fois, 4 fois moins cher quand je suis à Massina pour permettre aux gens de pouvoir avoir accès à notre compétence. Donc je vous conseillerais, vous qui habitez en Galema, d'aller plutôt à Massina pour ne pas payer... Ce serait un peu malhonnête. Ça serait donc malhonnête, c'était pour rigoler bien sûr. Donc très bien, donc je voulais que cette précision-là soit apportée, ce que font les cliniques des Anges. Et nous soignons également gratuitement des indigents. Il faut évidemment faire attention, si on a plus de 10% d'indigents par mois, ça pose un problème. C'est vrai, donc vous avez des cliniques VIP comme vous avez dit, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a de l'argent, vous ne refusez pas de le prendre. Mais justement, ça nous permet de pouvoir prendre en charge ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas. Ok, très bien docteur, nous continuons. Parce qu'il faut dire qu'on n'est pas financé, on travaille dans un autofinancement avec les moyens qui sont les nôtres. D'abord, oui. Donc vous n'êtes pas financé par l'État, ça viendra certainement. J'aimerais bien par des personnes de bonne volonté. Personnes de bonne volonté. Pour faire ce que nous sommes en train de faire, je crois que ça mériterait un appui. Je suis sûr que ça a été entendu. Vous qui aimez ce que nous faisons, vous qui avez un peu de moyens, vous voulez peut-être aider la médecine, aider à ce que nos compatriotes puissent être soignés. Beaucoup d'entre nous n'ont pas les moyens, bien sûr, de se faire soigner correctement par manque d'argent. Vous pouvez donc aider ce type de fondation, nos fondations des Anges, notamment, que dirige le docteur Modia, pour pouvoir garantir un soin à tous nos compatriotes, surtout les plus démunis. Nous continuons donc cette émission avec vos préoccupations, les questions que vous posez au docteur Modia. Je l'avais dit lors de l'émission passée, nous continuerons à poser vos questions jusqu'au 5 mars, date à laquelle nous démarrons une nouvelle saison de Docteur M avec des changements notables, 2 modules dans l'émission avec la théorie d'un côté et vos questions, réponses de l'autre. Docteur Modia sera certainement accompagné par d'autres médecins. Nous essaierons effectivement d'enrichir cette tranche que vous aimez beaucoup. Tout de suite, je démarre avec vos questions. Bonsoir docteur. Est-il normal qu'une fille ait un cycle menstruel de 25 jours et 3 jours? 25 jours et 3 jours. Et 3 jours de règles. C'est vraiment la normalité, la stricte normalité. Une fille qui a un cycle de 25 jours et qui a ses règles pendant 3 jours, c'est une fille qui est tout à fait normalement constituée. C'est normal. Donc vous êtes normalement constitué. Donc en fait, on est dans la balance de 24 à 36 jours dont on a parlé l'autre fois. Donc c'est tout à fait acceptable. Très bien. Bonsoir docteur, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Je veux que vous aidiez ma femme. Elle présente beaucoup de problèmes de gynécologie. C'est notre travail de tous les jours. Nous recevons madame à bras ouverts pour pouvoir l'écouter et peut-être résoudre ses problèmes. Voilà. Le docteur ne sait faire que ça. Il sait faire que ça. C'est-à-dire, vous envoyez votre femme voir le docteur Modia ou un autre médecin, bien évidemment. Et donc votre femme trouvera certainement des réponses aux problèmes de gynécologie qui la dérangent. Bonsoir docteur. Pourquoi les infections sexuelles provoquent la stérilité?
Mais justement parce que ce sont des infections qui attaquent les organes de la reproduction, notamment les organes les plus fragiles, ce sont les trompes, vous savez. Et quand on a une infection qui s'attaque aux trompes, par exemple, les séquelles sont assez redoutable parce qu'à ces moments-là, on a des fermetures ou des restrictions au niveau des trompes qui ne sont pas perméables ou qui ne sont plus fonctionnelles, posent des problèmes, effectivement. Mais une infection peut simplement dérégler la glaire, par exemple, l'acidifier, quand on a parlé des acidités dans les autres émissions ici. Donc à ces moments-là, ça pose aussi des problèmes. Et également, si vous avez des infections aussi importantes qu'une tuberculose génitale, par exemple, qui va détruire l'intérieur de la matrice, et là c'est vraiment, je dirais, les bouquets, c'est-à-dire que lorsque la matrice est abîmée, j'ai dit l'autre fois que si j'étais une femme, j'aimerais avoir des problèmes des trompes, mais pas de la matrice, parce que la technique moderne peut nous permettre de pouvoir donner un enfant à une femme qui n'a plus de trompe du tout, mais une femme qui n'a pas de matrice, ça devient tout un problème. Très bien, on a compris. Bonsoir docteur. Quels sont les prix des brochures sur les myomes et la stérilité? Ça revient tout le temps. Oui, c'est une question qui revient tout le temps, mais je dis que c'est bientôt qu'ils auront les prix. Je préfère leur réserver la primaire le 5 mars. Regardez d'ailleurs, bien évidemment, vous savez, à partir du 5 mars, nous ferons une émission spéciale à laquelle vous êtes conviés, une émission qui présentera officiellement l'ensemble de coffrets que vous avez vus, et une émission qui permettra à ceux d'entre vous qui vont participer à l'émission, de pouvoir repartir avec les coffrets en question sans avoir déboursé un sou, et vous saurez également le prix de ces coffrets le même jour. Bonsoir docteur, et bonsoir monsieur Jules, bonsoir à vous. Je pose 3 questions au docteur, allez-y. Première question. Est-ce qu'un homme qui a des seins perd sa virilité ou sa fécondité? Non, client. Est-ce qu'un homme qui a des seins? Qui a des seins? Ah ben, qui n'en a pas? Des seins développés. Oui, vous voulez dire des seins développés? Oui, des seins développés. Écoutez, ça arrive à des hommes d'avoir de gros seins. Oui. Ça s'appelle gynécomastie. Gynécomastie. Oui, mais ça ne l'amène pas nécessairement à perdre sa virilité. Pourquoi? Mais ça peut avoir des perturbations au niveau, parce que ce sont des hormones, les hormones qui interfèrent avec la fabrication ou la stimulation de seins chez l'homme. Ces hormones peuvent également interférer avec les hormones qui commandent la fabrication des spermatozoïdes. Ce genre de personnes peuvent avoir des problèmes au niveau de leur spermatogénèse, c'est-à-dire la fabrication de leurs spermatozoïdes. Mais je crois que ce sont des gens qui sont virils. Mais si un problème de virilité ou de baisse des libido s'ajoute, à ce moment, il faut voir s'il n'y a pas un autre problème. Mais la gynécomastie doit se soigner absolument. Ça doit se soigner. Ah oui, parce qu'on n'a pas été fait pour avoir des seins. Enfin, de gros seins. On en a de tout petits. On a des petits, oui. Et ça se soigne ici, chez nous? Bien sûr, oui. Ça, c'est une maladie, une pathologie courante en Europe et ici aussi. Il faut voir pourquoi. Habituellement, c'est hormonal, donc on doit pouvoir... Et parfois, ça s'opère pour éviter, parce qu'un cancer de sein chez l'homme est très virulent. L'homme peut être viril, mais le cancer peut être très virulent. Ça doit faire bizarre de voir débarquer dans votre cabinet un homme qui a des seins. Ça, c'est ce que je vois de temps en temps. Ça ne m'effraie pas parce que je sais que ça existe. Alors, docteur, il faut peut-être, là, à ce stade, essayer d'expliquer ou expliciter le terme. Vous dites beaucoup virilité. Quelle est la différence entre virilité et fécondité? Que cet homme avait 3 questions. Oui. Je poursuis. Je voudrais qu'on clarifie ce terme. Virilité et la fertilité. Oui, et fécondité. Parce qu'il y a d'autres questions là-dessus. Et puis ceux qui nous disent de parler lingala. Virilité ezali ni fécondité ezali. Ok. Fécondité ezali koloba moto efo azala na possibilité ya kobota bana. Wana za fécondité. Aza fécond soko aza kobota. Soko aza kobota te azali stérile aza kobota te. Mais virilité ngi koloba aza na possibilité ya kobota te, aza na bana te, mais azali na possibilité ya kovanda na mama na mwasi lokola mobali nyonso avandaka na mwasi. C'est-à-dire oui, c'est-à-dire que akozwa ba érection normalement et puis asali rapport lokola mutu nyonso asalaka, mais ye kuna azali na ba problème sous ces osalaka moya botisa mwasi na ye ezate. Ça c'est un homme infécond, un homme stérile. Mais cet homme stérile peut être parfaitement viril. L'inverse, c'est que mutoyo azali na virilité te, akokipe ko bota.
Du moment que à koki comme en éjaculation à koki ko bota. Donc wana il faut qu'on batte que soki ozali na makasi ya kozwa érection te koki ko bota te za lokuta koki ko bota pourvu que nzoto na yo no ya mama ekutana et puis soki soki éjaculation ça ko bota. Je crois que boya français peut ba oki lingala. Deuxième question, est-ce que le manque d'expérience sexuelle peut avoir une influence sur la virilité? Qu'est-ce qu'on appelle expérience sexuelle? C'est-à-dire il faut arriver au mariage après avoir connu une centaine de femmes? Non, je ne crois pas. Non, ça n'a rien à voir que du contraire, ça vous protège. Si tout marche normalement, c'est-à-dire si vous êtes viril comme tous les hommes virils, au moment où vous vous mariez, vous avez une érection normale, des rapports tout à fait normaux, eh bien, s'il n'y a pas un autre problème, eh bien, ça ne peut pas interférer avec votre fertilité. Donc, c'est une fausse idée de penser qu'il faut avoir plusieurs expériences sexuelles mais c'est ce que pour les être gens un homme comblé au contraire, que du contraire, ça ne fait pas une bonne éducation et ça expose à beaucoup de problèmes, à beaucoup de maladies, parce que on a parlé de la stérilité masculine. Vous avez vu que les infections sexuellement transmises détruisent pas mal de choses et ça vous amène à une infertilité malgré votre virilité. Voilà. Parce qu'il faudra qu'on revienne là-dessus. Alors, comment être guéri de ce problème de virilité? Ça, c'est la troisième question du monsieur. Comment être guéri de ce problème de virilité? J'en souffre, aidez-moi. Donc, ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas d'érection, c'est ça? Mais oui, quand il dit souffrir des problèmes de virilité, c'est qu'il y a des difficultés de pouvoir entrer en érection. Et tout ça, ça ne se discute pas à la télévision. Il a les coordonnées que vous lui donnez tout le temps, il n'a qu'à appeler. S'il est très loin, qu'il vienne, on va en parler, on va discuter. Nous ne sommes pas seuls dans la chaîne de prise en charge, comme je vous ai dit. Si nous n'arrivons pas à faire quelque chose, les autres collègues dans les autres spécialités peuvent également intervenir pour son salut. Sachez que vous pouvez trouver dans un des coffrets qui traite de la sexualité des réponses à ce type de questions, parce que là vous avez la partie théorie et vous avez également la partie où le médecin, Dr Modia et d'autres médecins répondent à vos questions. Donc le coffret est également disponible, vous le découvrirez bien évidemment le 5 mars. J'ai 53 ans, docteur. Il y a 2 ans que je ne vois plus mes spermatozoïdes pendant ou sans rapport sexuel. Bon, là, ça doit être pendant la masturbation. Comment être guéri de ça? Alors déjà, les spermatozoïdes, je ne sais pas comment il fait pour les voir. Non, je ne sais pas comment il fait pour les voir. Donc il va parler du sperme, je crois. Il va parler du sperme. Il faudra quand même qu'on se rappelle que les spermatozoïdes, ce sont des organismes, des cellules microscopiques. On ne le voit qu'au microscope. Par contre, le sperme, c'est le liquide qui accompagne les spermatozoïdes. Mais si on n'arrive plus à éjaculer, parce que là, il faut voir s'il n'y a pas un problème. Il y a ce qu'on appelle aussi, est-ce que le problème, c'est d'avoir une érection, avoir un orgasme, eh bien, ne pas voir ses spermes sortir, eh bien, ça, c'est possible. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. C'est peut-être ça. Ça ne sort pas. En fait, la personne éjacule dans sa vessie. Ça s'appelle éjaculation rétrograde. Ça peut arriver. Même si quand on se masturbe, eh bien, il n'y a rien qui sort parce que par un mécanisme réflexe, tout se déverse dans la vessie. Par contre, si on va rechercher les spermatozoïdes dans les urines, on les trouve. Donc là, vous avez parlé de ceux qui éjaculent, mais bon, ça reste dans la vessie. Mais est-ce qu'il y a des gens qui éjaculent, mais ils ne voient pas grand-chose, quoi. Une toute petite... Oui, c'est-à-dire la quantité de sperme diminue. Ceci peut être dit à des rapports très très fréquents ou à une autre pathologie. À ce moment-là, il faut préciser. Si vous avez 10 rapports par jour, un jour sur 2, ça peut à un moment donné caler, parce qu'il faut donner à l'organisme le temps de pouvoir en fabriquer les spermatozoïdes. Pardon, les spermatozoïdes et les spermes. Et les spermes. Bonsoir, docteur. Est-ce que je peux avoir le prix du coffret, le coffret sur la stérilité? Bien évidemment, vous aurez la réponse, on a dit, le 5 mars, au cours de cette grande émission à laquelle vous êtes bien évidemment conviés. Je veux me procurer les brochures, je ne suis pas informé du prix. Même réponse, madame, bien sûr. Le 5 mars, vous saurez tout et vous aurez la chance de partir chez vous avec un exemplaire ou 2 même de ce coffret. Vous pouvez appeler au téléphone qui s'affiche pour déjà réserver vos places pour participer à cette grande émission où Dr Modia ne sera pas seul, il sera entouré de ses confrères médecins. Bonsoir docteur, en 48 ans, est-ce qu'à 48 ans on peut avoir un enfant?
Mais bien sûr, la mienne a eu un enfant à 47 ans. La femme de Dr. Oui. Une année près. Je crois que c'est un peu rare parce que la fertilité, la possibilité d'avoir des enfants diminue avec l'âge chez la femme et chez l'homme. Hein. Oui. Mais à 48 ans, si elle continue à bien avoir ses ovulations, s'il n'y a pas un autre problème organique, et si l'homme est capable de pouvoir la féconder, c'est possible. C'est possible. C'est possible, même à 50 ans. C'est possible même à 50 ans. Ne vous découragez donc pas. Il faut vous dire que la technique de procréation médicalement assistée venait de donner à une femme de 65 ans un enfant. Donc ça aussi c'est possible. Et c'est possible à 65 ans. Ici chez nous. Hein. C'est-à-dire que si chez vous, on peut venir vous voir. C'est-à-dire qu'il y a un centre de fécondation in vitro à Kinshasa. Et qui est géré par un de mes collègues. Très bien. Je suis victime d'oligospermie. Je ne trouve pas de traitement efficace. Quoi faire et comment vous rencontrer? Ben, les numéros s'affichent sur et puis il y a votre Facebook. Oui. Tout peut s'arranger. Tout à fait. Facebook, Jules Kedina, pour poser vos questions en toute discrétion. Et Dr Modia, bien évidemment, ou un autre spécialiste, il répondra bien évidemment. Bonsoir docteur. Quel est l'âge idéal pour commencer les activités sexuelles? Il n'y a pas d'âge idéal. Bon, les prêtres vont jusqu'à 80 ans, sans avoir commencé. Non, mais je crois que tout dépend de ce qu'on planifie dans la vie. Si on veut se marier, je crois qu'il faut quand même réunir un certain nombre de préalables. Hein. Donc, c'est-à-dire prendre une femme, c'est pas un jeu d'enfant. Normalement, la culture africaine demande qu'on puisse se préserver avant le mariage. Si on se marie à 15 ans, qu'on a la possibilité de pouvoir entretenir une dame à 15 ans, ce qui est difficile, ben, je crois que je ne dirais pas non. Mais s'il faut commencer à avoir des rapports en dehors de mariage à l'âge de 15-14 ans, c'est déconseillé pour des raisons que nous avons expliquées longuement. Vous risquez d'avoir des problèmes au moment où vous voulez peut-être, avoir la possibilité d'avoir des rapports tout à fait normaux et peut-être avoir des enfants. Donc il n'y a pas d'âge fixe, et l'âge c'est le moment où vous choisissez, mais toujours est-il qu'il faut éviter de rapports fortuits avec de personnes, des rencontres sans protection. Donc il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite du moment qu'on est autorisé à le faire. Hein. C'est-à-dire que les adolescents qui se livrent à l'acte sexuel avant leur mariage, je dis encore une fois, dans la génération qui est la nôtre, la génération SIDA, il faut être très très prudent. Mais je conseille moi l'abstinence jusqu'au moment où on veut prendre femme. Et l'inverse est aussi vrai. Lorsqu'une jeune femme doit se marier, surtout elle doit se préserver avant le mariage. Habituellement, chez nous, on se marie entre 18 et 25 ans. Et l'homme doit attendre d'avoir quand même un peu C'est possible. C'est possible. C'est possible, même à 50 ans. C'est possible même à 50 ans. Ne vous découragez donc pas. Il faut vous dire que la technique de procréation médicalement assistée venait de donner à une femme de 65 ans un enfant. Donc ça aussi c'est possible. Et c'est possible à 65 ans. Ici chez nous. Hein. C'est-à-dire que si chez vous, on peut venir vous voir. C'est-à-dire qu'il y a un centre de fécondation in vitro à Kinshasa. Et qui est géré par un de mes collègues. Très bien. Je suis victime d'oligospermie. Je ne trouve pas de traitement efficace. Quoi faire et comment vous rencontrer? Ben, les numéros s'affichent sur et puis il y a votre Facebook. Tout peut s'arranger. Tout à fait. Facebook, Jules Kedina, pour poser vos questions en toute discrétion. Et Dr Modia, bien évidemment, ou un autre spécialiste, il répondra bien évidemment. Bonsoir docteur. Quel est l'âge idéal pour commencer les activités sexuelles? Il n'y a pas d'âge idéal. Bon, les prêtres vont jusqu'à 80 ans, sans avoir commencé. Non, mais je crois que tout dépend de ce qu'on planifie dans la vie. Si on veut se marier, je crois qu'il faut quand même réunir un certain nombre de préalables. Hein. Donc, c'est-à-dire prendre une femme, c'est pas un jeu d'enfant. Normalement, la culture africaine demande qu'on puisse se préserver avant le mariage. Si on se marie à 15 ans, qu'on a la possibilité de pouvoir entretenir une dame à 15 ans, ce qui est difficile, ben
ben, je crois que je ne dirais pas non. Mais s'il faut commencer à avoir des rapports en dehors de mariage à l'âge de 15-14 ans, c'est déconseillé pour des raisons que nous avons expliquées longuement. Vous risquez d'avoir des problèmes au moment où vous voulez peut-être, oui, avoir la possibilité d'avoir des rapports tout à fait normaux et peut-être avoir des enfants. Donc il n'y a pas d'âge fixe, et l'âge c'est le moment où vous choisissez, mais toujours est-il qu'il faut éviter de rapports fortuits avec de personnes, des rencontres sans protection. Donc il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite du moment qu'on est autorisé à le faire. Hein. C'est-à-dire que les adolescents qui se livrent à l'acte sexuel avant leur mariage, je dis encore une fois, dans la génération qui est la nôtre, la génération SIDA, il faut être très très prudent. Mais je conseille moi l'abstinence jusqu'au moment où on veut prendre femme. Et l'inverse est aussi vrai. Lorsqu'une jeune femme doit se marier, surtout elle doit se préserver avant le mariage. Habituellement, chez nous, on se marie entre 18 et 25 ans. Et l'homme doit attendre d'avoir quand même un peu de moyens pour pouvoir prendre en charge une famille. Parce que quand on a une femme, bientôt viennent les enfants. Donc ne vous laissez pas, mesdames, mentir ou avoir par les hommes qui vous poussent à faire des rapports sexuels en vous disant qu'il faut absolument faire. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse parce qu'on aura l'expérience. L'expérience, ça risque d'entraîner des problèmes de santé. Le docteur vous le dit ici, aucun problème de santé. Vaut mieux, mesdames, que vous arriviez au mariage vierge et que vous préserviez le plus longtemps possible. Ça vous met à l'abri de toutes les maladies. Nous allons parler, bien évidemment, avec le docteur du cancer du col de l'utérus. Et vous saurez comment vous pouvez éviter, effectivement, ce cancer simplement en vous abstenant. Je crois qu'il fallait peut-être le dire déjà de maintenant, le 5 mars, au même moment que nous relançons la campagne de dépistage contre les pathologies féminines en général, surtout les myomes et les kystes, nous allons démarrer également un dépistage du cancer du col. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. On en parlera peut-être dans une émission avant de pouvoir aborder cette question de dépistage. C'est pas facile et c'est salutaire pour la femme. Très bien, on voulait dire ça, on l'a dit, hein, donc préservez-vous, c'est important pour vous. Vous nous avez annoncé quelque chose d'important, docteur, là. C'est-à-dire que vous allez remettre cette année, au mois de mars 2014, votre série de dépistage gratuit. Oui, ça ne va pas s'arrêter parce que celles qui sont venues l'année passée, eh bien, et après cela, on a reçu, je crois vous-même aussi, plusieurs coups de fil pour des docteurs, il ne faut pas nous laisser comme ça. Eh bien, ce n'est pas que les femmes de Kinshasa, donc les demandes nous viennent de partout, de l'intérieur du pays et de l'extérieur du pays. Nous savons que c'est une tradition que nous avons créée, que nous n'allons pas arrêter. Cette année aussi, à partir du mois de mars, nous allons lancer pendant un mois cette campagne de dépistage de pathologies, cette fois-ci élargie aux pathologies du col, notamment le cancer de la matrice. Ça serait bien, docteur, on y réfléchira, ça serait bien de lancer la campagne de cette année à partir d'une autre province que Kinshasa. Peut-être, ce serait bien. Ce serait bien. La province orientale, je crois. Ou en Angola. Ou à partir de l'Angola. Commençons quand même par faire le tour de notre pays. Il est très beau, il est très grand. Commençons peut-être, mettons Kisangani. On part d'une province donnée, Kisangani, enfin, province orientale plutôt. Oui, je parlais de la province orientale, mais par sa capitale. Oui, très bien, on a compris. On sait que vous connaissez bien votre pays. Bonjour, docteur. Nabotaki na césarienne, na césarienne. Soki naza kosala musala, est-ce que nakobima mu pepe? Il faut dire que dans la cité, enfin, on dit souvent quand on a accouché par césarienne, il faut faire attention, il ne faut pas faire beaucoup trop d'efforts physiques. Bon, je sais pas. Les mots pépé doivent sortir toujours, en tout cas, c'est pas moi. Mais ça n'a rien à voir avec une césarienne. Tout le monde il faut abîmer ça mon pépé. Un homme normal, il faut abîmer ça mon pépé. Une femme normale, il faut abîmer ça mon pépé. Je ne sais pas de quel mot pépé elle parle, mais si on a ouvert la matrice, c'est cicatrice dans les 15 jours qui suivent. Donc il n'y a pas de plaie ouverte qui fait que chaque fois que vous toussez, ça va sortir par là. Il n'y a rien du tout. Ben, je ne sais pas, sauf s'il y a un accident pendant l'intervention, la césarienne, à ce moment-là, ce n'est pas le mot pépé qui sort, c'est les liquides qui sortent, c'est les urines. Donc on parle de ce qu'on a dit tout à l'heure, une fistule vésico-utérine ou vésico-vaginale, ça c'est possible. Mais le mot pépé, ben, il sort toujours par derrière, chez tout le monde. S'il ne sort pas, il faut aller voir le médecin à ce moment-là. Bon,
Bonjour docteur. J'ai une copine, c'est une longue question posée par un homme, j'ai une copine. C'est pas Sylvie, hein, c'est pas notre réalisateur. Ah d'accord, ça va. Lui pose des questions aussi difficiles que celle-ci. J'ai une copine qui a un vagin plus grand que mon pénis. Et qu'il sait si ce n'est pas l'inverse. C'est peut-être le pénis qui est beaucoup plus petit que le vagin normal de la femme. Que faire? Oh, ben, il n'y a rien à faire, il faut... Et je vais d'abord dire une chose, les plaisirs sexuels n'est pas proportionnel à la dimension du pénis ou au diamètre du vagin. Hein, parce qu'il faudra quand même qu'on se le dise. Donc on n'est pas venu aujourd'hui pour faire un cours de sexualité, peut-être qu'on aura le temps de le faire. Oui. Les enfants nous regardent. Oui, les enfants nous regardent et vous avez la brochure sur la sexualité qui existe également. Voilà. Vous avez le coffret qui existe. Bonjour docteur, je suis pharmacien à Lubumbashi. Vous voyez qu'on nous suit de partout. Ah oui. C'est pour ça peut-être qu'il faut partir. C'est une très bonne chose, Jules. Oui. Une bonne chose. Ça, c'est, comme disait quelqu'un, c'est notre Père du ciel. Mon peuple meurt faute des connaissances. Je crois que les gens commencent à pouvoir apprendre beaucoup de choses pour pouvoir se sauver. Oui, et nous sommes levés contre l'ignorance, nous sommes levés contre l'ignorance dans ce domaine médical. Nous nous sommes dit qu'il fallait apporter à vous, nos concitoyens, suffisamment d'informations pour que la prévention puisse marcher. Ça coûte cher de se soigner, mais effectivement, nous voulons aussi que vous changiez de comportement. La visite régulière chez un médecin, les femmes et nous, les hommes, nous sommes obligés d'aller voir régulièrement notre médecin pour pouvoir passer à côté des graves maladies qui se développent en cachette dans nos corps. Voici la question. Bonjour docteur, je suis pharmacien à Lubumbashi. Je veux avoir le prix de la brochure sur le kyste ovarien et la sexualité masculine. Ben oui, mais vous avez répondu suffisamment, je crois, donc le 5 mars. Vous voyez comment même les pharmaciens sont intéressés par ce que vous avez apporté. Mais surtout, qui ne serait pas intéressé par sa santé? Oui. Alors, bonjour docteur, ma femme a connu 2 avortements après l'opération de myome. 2 opérations de myome, non, 2 avortements après opération de myome. Donc vous l'avez opérée, pas vous, elle s'est fait opérer de myome. J'aurais bien voulu. Elle s'est fait opérer de myome, ça veut dire qu'elle a pu attraper quand même une grossesse, contrairement à ce qu'on dit. Donc on peut avoir été opéré de myome et tomber quand même enceinte. Nous opérons justement de myome, c'est tout quand ça commence, c'est pour aider les femmes à avoir une grossesse et qu'ils puissent évoluer normalement sans beaucoup de complications. Parce que lorsque nous allons parler des grossesses, Jules, nous allons insister sur les complications liées à la présence de myome dans la matrice lors des grossesses. Je crois qu'on aura le temps d'en parler suffisamment, mais le fait d'avoir été opéré et avoir les avortements, ce n'est pas nécessairement lié à son intervention sur l'utérus. Donc l'intervention de myome peut ne pas être la cause de ces avortements. Est-ce que c'était vraiment des avortements? J'insiste toujours, tout retard des règles ne signifie pas grossesse. Donc il faudra d'abord être sûr que c'était des grossesses et à quel mois ces avortements se sont-ils produits. Bonsoir docteur, comment éviter les vomissements et les faiblesses chez la femme enceinte? On n'évite pas, c'est la grossesse, ce sont des signes sympathiques de la grossesse. Une femme qui n'a pas ces genres de problèmes, de signes, pourrait plutôt inquiéter un peu parce que les hormones de la grossesse donnent tous ces faiblesses, ces vomissements, le fait que la femme crache tout le temps. Eh bien, c'est vraiment ça le signe de la grossesse. Mais lorsque ces signes se manifestent avec autant d'exagération, autant d'ampleur, à ce moment-là, il faut bien regarder si derrière, il n'y a pas un problème. Parce que toute grossesse, je viens de le dire, il ne faut pas se mettre à danser dès qu'on a ces retards de règles. Une grossesse peut être dans la matrice, elle peut être à l'extérieur de la matrice, je l'avais dit l'autre fois, mais elle peut être à l'intérieur de la matrice et ne pas être une grossesse normale, une grossesse pathologique. On a parlé à une grossesse molaire, par exemple, c'est une grossesse qui vous donne beaucoup de vomissements, la femme ne mange pas, elle maigrit, elle se déshydrate. Là, il faut aller voir ce médecin et puis elle a mal, de temps en temps, elle a quelques pertes sanguinolentes. J'ai d'autres questions, beaucoup d'autres questions posées par les femmes autour de leur toilette intime. Comment faire? Faut-il le faire avec du savon ou pas? Nous reviendrons sur ces questions et d'autres la semaine prochaine, bien évidemment. Je vous remercie de votre fidélité. Docteur se joint à moi pour ce même remerciement. Merci. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un autre numéro de Docteur M. Merci. Au revoir. Merci.